Salut les copains, salut les brasseurs. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit vlog. Je suis avec un copain à moi, là, je suis avec Romain qui est venu m'aider pour filmer tout ça, pour brasser, etc. Le concept de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu un jour de brassage, comment ça se passe de A à Z. Donc voilà, ça va être ma manière de faire, mes techniques, etc. Donc c'est juste pour vous montrer comment je fais moi. Après, vous faites comme vous voulez de votre côté. Donc là aujourd'hui on va brasser une porter. L'idée de cette bière c'est que ça fasse quelque chose qui rappelle un petit peu les arômes du chocolat, voilà, cacao, chocolat, pas trop d'amertume comme on pourrait avoir pour des stouts ou des porters un peu plus sur le côté café, etc. Donc je vous parlerai un petit peu plus des types de grains qu'on va utiliser pour ça. Et pour commencer, ce que je fais lorsque je commence un jour de brassage, c'est que je lance mon petit logiciel. Donc c'est un petit tableur en fait, Excel que j'ai développé ces dernières années. Il y a pas mal de choses dedans, je vous en parlerai plus en détail je pense à l'avenir. Et ça me permet en fait de mettre en pratique toutes ces équations, tous ces calculs, tous ces trucs là dont je vous parle dans mes vidéos plus techniques. Et donc la première chose à faire avec ce logiciel, ça va déjà être de définir les principales caractéristiques de la bière. Donc on va commencer par la densité spécifique de la bière qu'on veut brasser. On va dire quel volume de bière on va vouloir obtenir au moment de la mettre dans les fermenteurs, donc en fin d'ébullition. On va également rentrer tous nos ingrédients, etc., les efficacités d'extraction auxquelles on s'attend, etc., etc. Et de fil en aiguille, en naviguant à travers cet outil que je me suis développé, on va pouvoir obtenir les quantités d'eau à utiliser, les densités spécifiques qu'on va devoir obtenir à différents moments du brassin. Voilà, on a également des petits outils pour ajuster la teneur en minéraux de l'eau, etc., etc. Voilà, il y aura pas mal de choses. Ça permet de tout faire en gros. Ça permet de conduire le brassin de A à Z sans avoir à faire des calculs en plein milieu du brassin. Ça permet donc de ne pas se planter et d'avoir des résultats qui soient cohérents avec ce qu'on a planifié au début. Et mon deuxième outil que j'utilise tout le temps, c'est ce petit carnet. Donc ça, c'est un petit carnet où je note tout ce que je fais à chaque fois que je brasse. Donc voilà, là c'est mon carnet pour les stouts et les porters. Donc il y a pas mal de brassins déjà qui sont dedans. Et donc voilà, je note chaque détail du brassin, je note tout ce que je rentre dans mon petit logiciel. Et ça me permet de revenir en arrière lorsque je me pose des questions. Voilà, si j'ai brassé une bière il y a 3 mois et qu'aujourd'hui je trouve qu'elle a pris un caractère intéressant en vieillissant, etc. Je peux revenir voir quel brassin c'était, qu'est-ce que j'ai fait de particulier, quel était, je sais pas moi, le pH de l'eau ce jour-là, est-ce que j'ai foiré un truc dans mon empâtage ou est-ce que ça s'est très bien passé. Et ça me permet donc de bien comprendre quelles causes produisent quels effets lorsque je brasse. Et puis moi j'y note aussi mes idées, les choses à essayer, voilà. C'est des trucs à essayer. Bon là il est écrit en anglais le carnet, parce que je l'ai commencé quand je brassais aux États-Unis, donc j'ai continué à l'écrire en anglais, mais voilà, je vous en parlerai un petit peu plus en détail, je pense. Je ferai une vidéo à ce propos. Voilà, je vous expliquerai un peu quoi noter, qu'est-ce qui peut être important et comment faire pour mettre en place ce genre d'outils très simples, mais qui permettent vraiment de bien progresser, je pense. Donc, c'est le livre de recettes, quoi. Voilà, c'est un peu le livre de recettes, mais c'est même un peu plus que ça, quoi. C'est un peu le journal intime du brasseur. Tu vas le publier un jour? Non, je pense pas. Il y a plein de secrets dedans. Voilà, donc on va commencer ça. Là, je vais définir la recette et puis je vous reprends après. On va peser le malt, préparer notre eau, etc., etc. Allez, c'est parti. Donc on part sur 3% de malt chocolat, 3% de black malt, 10% de caramel malt 120 EBC. On va avoir 20% de cara wheat, qui est un espèce de malt caramel obtenu à partir de blé, 20% de brown malt. Donc ça c'est un ingrédient qui se retrouve souvent dans les porteurs. Je vous conseille d'en mettre dans les porteurs, ça rajoute un caractère assez intéressant. Et 44% de pale malt, et donc là on va prendre du pale malt de très bonne qualité puisque ça va être du Maris Otter Pale Malt.
Et donc dans l'eau qu'on prépare pour l'empâtage, on va ajouter des minéraux. Exactement. On va rajouter, on va également les rajouter dans l'eau de rinçage. Donc on va rajouter du chlorure de calcium et du sulfate de magnésium. Et pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour ajuster le profil de minéraux de l'eau de manière à avoir un ressenti optimal au niveau des arômes qu'on est en train d'essayer de viser avec cette bière, et notamment voilà, vous avez des bouquins qui vont vous décrire un petit peu quelles sont les fourchettes de concentration de tel ou tel minéral pour avoir le meilleur ressenti en fonction des bières que vous brassez, et notamment c'est souvent basé sur les compositions historiques des eaux des différentes villes un petit peu emblématiques de certains styles de bière. Donc là par exemple sur les porteurs, etc., on va regarder la composition historique de l'eau, par exemple de la ville de Londres ou de la ville de Dublin, par exemple, voilà, qui ont été des villes un petit peu emblématiques de ces styles de bière. Tout simplement parce que les styles de bière, ils se développent pas par hasard en fait. Pourquoi ils ont brassé des porteurs à Londres et des stouts à Dublin? Parce qu'ils avaient une eau qui permettait d'obtenir des très bons résultats sur ce style de bière, et voilà pourquoi ils ont brassé plutôt d'autres styles de bière en Allemagne, etc. Tout ça c'est quand même pas mal lié à l'eau qu'ils avaient dans ces différents endroits. Donc on essaye d'émuler un petit peu ces styles-là avec notre eau locale en rajoutant des petits minéraux, histoire de se rapprocher un petit peu du style historique et d'avoir un ressenti qui soit un petit peu optimal. Voilà, tout simplement. Pale malt. Donc ça c'est le basique, entre Ouais, guillemets. Malt de base. Malt de base, mais qui n'en est pas moins important pour autant. Hein. C'est le support un petit peu sur lequel tu vas venir placer tes éléments aromatiques, j'ai envie de dire. Donc il ne faut pas non plus négliger. Il ne faut pas prendre du malt de base fourrable. Ça a quand même une influence, même si c'est pas ce qui saute aux yeux en premier en fait quand tu goûtes une bière. Mais... Tu disais qu'on peut goûter alors? Ouais, Romain, je disais, je t'encourage à goûter tous ces malts parce que ça donne une bonne idée des arômes qui vont se retrouver dans la bière. Et okay. Voilà, quand on conçoit une recette de bière, surtout les bières qui sont orientées vachement sur le malt, toujours goûter, essayer de s'imaginer ce que ça peut donner dans le produit fini pour estimer tout simplement les proportions des différents malts qu'on va utiliser. Donc là dans la recette c'est tous des maltes d'orge, sauf le Carawit, donc celui-ci, qui est du malt de blé. On reconnaît un peu les grains de blé là. Ouais, ils n'ont pas d'enveloppe. Regarde bien. Donc là on a tout pour nos 15 litres de bière. Voilà. On referme. Le but c'est juste de préchauffer le bordel pour pas que l'eau qu'on va venir ajouter à notre grain serve également à chauffer la queue, ce qui ferait qu'on atteindrait des températures d'empâtage trop basses. Donc maintenant, deuxième étape. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire deux choses. On va déjà faire chauffer notre eau d'empâtage. Donc on vérifie quand même que nos sels minéraux sont dissous. Donc là c'est bon. On prend de l'eau dedans parce que si on en laisse la moitié derrière dans le seau, ça ne sert à rien. Voilà, donc là on a une douzaine de litres d'eau d'empâtage. On va la faire chauffer et on va aller calculer là juste après à quelle température il faudra la faire chauffer exactement. Ok, donc maintenant qu'on a pesé notre grain, que notre eau d'empâtage est en train de chauffer, putain la marmite. Tu vois, je mens pas, hein. Ma marmite, elle fait vraiment des trucs chelous. Voilà, la marmite est en place.
place. Et donc on va le moudre. Là, je suis en train de préparer l'eau de rinçage. J'ai mon eau d'empâtage qui est en train de chauffer, j'ai mon grain qui est moulu, je suis en train de préparer l'eau de rinçage. Ce que je disais à Romain, c'est que là, tout à l'heure, on a calculé un volume d'eau de rinçage qui devrait théoriquement nous permettre d'atteindre exactement la densité prévue, etc. Sauf que, en fait, ça c'est juste un volume indicatif. On n'a pas besoin de le respecter précisément comme pour l'eau d'empâtage. Pour l'eau d'empâtage, on va respecter précisément le volume parce qu'on veut avoir précisément un certain ratio eau-grain dans la cuve d'empâtage et on veut pouvoir atteindre nos températures de manière précise. Donc c'est pour ça qu'on fait gaffe au volume. Là, pour l'eau de rinçage, on s'en fout en fait. Le volume que j'ai calculé, c'est juste le volume minimum de flotte que je vais mettre dans ma cuve. Donc là, j'ai calculé 11,4 litres. Je vais en mettre, je pense, 15, 16 litres, un truc comme ça, de manière à avoir de la marge. Pourquoi je fais ça? Parce que si par exemple, pendant mon empâtage, si j'ai une efficacité plus grande qu'attendue, je vais pouvoir utiliser plus d'eau de rinçage pour atteindre ma densité spécifique que j'ai envie d'avoir avant mon ébullition. Ok, donc on est à 77 degrés, on va venir verser cette eau d'empâtage sur le pain moulu. Hop. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mélanger tout ça. Donc là le but c'est tout simplement de bien hydrater toute la mèche, de casser les éventuels paquets de grains moulus qui pourraient se former et qui ne seraient pas bien hydratés. Donc voilà, on fait ça tranquillou. Pendant ce temps-là, tout ça se met à température et on va venir commencer à mesurer la température. Et ça sent super bon. Ouais, ça commence à sentir bon. Là, on va être un petit peu haut, on dirait, mais pas de précipitation, c'est-à-dire que là, tout le système cuve d'empâtage, grain, eau, tout ça est encore en train de se mettre à température. Il y a encore des boules de grains qui ne sont pas bien hydratées. Donc on continue de mélanger pendant quelques minutes. Et si on voit qu'on est toujours un petit peu haut, eh bien on viendra rajouter un petit peu d'eau de brassage froide. Et puis si on était un petit peu bas, on viendrait rajouter un petit peu d'eau de brassage bouillante. Donc c'est pour ça que lorsque je fais ça, là, juste avant de verser l'eau dans le grain, je mets toujours un petit peu d'eau de brassage à bouillir, 1 litre en général. Comme ça, elle sera prête si jamais on en a besoin. Bon là, on est à 159 Fahrenheit. On voit des blocs des fois de. Ouais. Le but c'est de tous les. Ouais, j'essaie de les casser. casser. J'essaie de les casser petit à petit. Ouais. C'est pour ça que je continue à remettre. D'accord. 160. Ça sent vraiment trop bon. Là, ça commence à sentir. Ah, Ça sent un peu le chocolat, hein, franchement. Ça sent le. Une espèce de, je sais pas. Ouais. Tu sais, ça sent le Quaker Oats. Ouais. On a envie de le manger. Alors, il y a un bloc. Alors là, on est à peu près à 159 et quelques. Je vais pas forcément rajouter de l'eau froide pour arriver pile à 158. Pourquoi? Parce que là, on va faire 1 heure d'empâtage. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est en hiver, donc il fait pas très chaud et donc la température risque quand même de baisser un peu pendant l'empâtage, malgré le fait qu'on ait une cuve qui soit isolée, etc. Comme ça, la température moyenne aura été de ce Voilà. que tu voulais. Quoi. Exactement. Et est-ce que on... Là, je pense qu'on est bon. On est à 159.1. Soit 159.1, 158.9. Voilà, on est dans ces eaux-là, quoi. Je vais dire que c'est bon parce que voilà, je m'attends à ce que la température baisse un petit peu. Donc on va refermer ça. Et l'empâtage commence. Combien de temps? 1 heure d'empâtage. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre 5-10 minutes et on va venir mesurer le pH de la mèche dans la cuve d'empâtage pour s'assurer qu'on est bien dans les clous par rapport à ce qu'on veut avoir. Ok les amis,
Donc là, je voulais juste vous montrer la petite mesure du pH que j'ai l'habitude de faire. Donc pour ça, Ali, peut-être tu peux filmer à l'intérieur. Pour ça, j'ai mon petit pH mètre, que je la fasse tomber, ici présent, que j'accroche à une ficelle et que je laisse tremper là-dedans pendant la durée de l'empâtage. Et donc là, au niveau du pH, on est à 5.05. 5.06, voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est à température d'empâtage. Donc souvenez-vous que quand on mesure le pH à température d'empâtage, pour obtenir la valeur de pH à température ambiante, on rajoute à peu près 0,3 points de pH. Donc là, ça voudrait dire qu'on est à peu près à 5,35 de pH. On est un petit peu bas. L'intervalle qu'on veut, la fourchette de pH qu'on veut à température ambiante, c'est 5,4 à 5,8 ou 9, si je dis pas de conneries, à vérifier. Et du coup là on est un tout petit peu bas. C'est intéressant parce que la dernière fois que j'ai brassé cette recette, là j'ai un peu modifié les types de malt, les proportions, etc. J'ai rajouté notamment du black malt et j'ai mis un peu moins de carawitz parce que j'en avais plus et j'ai remplacé par du malt caramel. La dernière fois j'étais un petit peu plus haut que ça, j'étais à 5,15 je crois, quelque chose comme ça, ou 5,2. Donc c'est intéressant de voir que le pH a un petit peu baissé. Voilà. Donc ça je le mesure toujours, je le note et ça finit dans mon petit carnet où j'explique, où je note tout ce qui se passe pendant mes brassins et donc ça va me permettre au prochain brassin d'ajuster un petit peu tout ça, peut-être ajuster un petit peu mon eau pour remonter un petit peu le pH. Bon alors les cocos, on arrive en fin d'empâtage là. Donc j'ai installé un petit peu tout le dispositif qui va me permettre de faire la recirculation du mou, la filtration et de lancer le rinçage en continu en parallèle. Donc là juste j'étais en train de checker les températures de fin d'empâtage. Donc ça n'a pas trop diminué autant que ce à quoi je m'attendais. On est autour de 150. Voilà, il y a des zones, ça dépend des endroits dans la cuve d'empâtage. Il y a des zones où on est à 158, il y a des zones où on est à 156,5. Donc en moyenne, je pense qu'on est dans les 157 degrés Fahrenheit. En fin d'empâtage, on a commencé autour de 159. Donc c'est bien, ça veut dire que température moyenne autour de 158 degrés Fahrenheit, c'est ce qu'on visait. Donc très bien. Voilà, donc là, à ce stade, le petit truc qu'il faut faire avant de lancer la filtration, c'est une recirculation. Le but, ça va être de soutirer un petit peu de mou afin d'établir en fait le lit de drèche au fond de la cuve d'empâtage, qui va nous permettre de filtrer par la suite le mou qu'on va soutirer. Et de manière à établir ce filtre, on va soutirer du mou, le reverser dans la cuve d'empâtage, etc. Plusieurs fois jusqu'à ce que le mou qu'on soutire soit suffisamment clair. Et en général, ce qui est pas mal de faire avant de faire ça, c'est de donner juste un petit coup de touillette. Voilà. Je donne un petit coup de touillette histoire de soulever un petit peu les drèches, mélanger un petit peu, mélanger un petit peu tout ça de manière homogène. Voilà, juste comme ça. Ça sert à rien de trop insister. Et on va commencer le soutirage. Voilà, là ce qui sort. Donc là ce qui sort en début de recirculation, c'est plein de morceaux de grains, etc. Voilà, on dirait que ça vient de se boucher. Voilà, ce qui sort là, il y a pas mal de morceaux de grains dedans, donc on va le réincorporer dans la cuve d'empâtage. Et on va effectuer cette recirculation plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne un liquide relativement exempt de morceaux de drèche, donc un liquide qui soit relativement clair. On dirait du café ta bière. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Si on avait mis de l'orge torréfiée, ça aurait eu un goût de café. Là, ça n'aura pas un goût de café. Est-ce qu'on pourrait mettre de la café, enfin du vrai café? Ouais, il y a des gens qui font ça. Hein. Tu peux tout mettre dans le bien. Il y a des mecs qui s'amusent à mettre du vrai café, il y a des mecs qui s'amusent à mettre du vrai chocolat. Après voilà, c'est une question de qu'est-ce que tu cherches à faire en brassant, de philosophie de brassage aussi quoi. Chaque brasseur a un peu sa philosophie. Moi ma philosophie perso c'est d'essayer de travailler qu'avec les produits bruts du
brasseur, quoi, donc le malt, la levure, le houblon. J'essaie de pas rajouter, voilà, même rajouter du sucre et tout, ça me fait un peu chier. Parce que voilà, j'aime bien travailler avec ces produits-là. Maintenant, je dis pas que c'est mieux ou moins bien qu'autre chose. Je pense que l'important c'est aussi de se faire plaisir et puis voilà, de faire des produits qui nous plaisent, quoi, à nous, avant tout. C'est l'avantage de pouvoir le faire chez soi, quoi, parce qu'on peut avoir le produit qu'on veut. Après, voilà, il y a toujours plusieurs moyens en brassage, il y a souvent plusieurs moyens en brassage d'atteindre un objectif en termes d'arômes, etc. Voilà, je prends souvent l'exemple des blanches. Les blanches, souvent on aime bien que sur une blanche il y ait un petit arôme épicé, par exemple. Donc un arôme épicé, type clou de girofle par exemple, on peut l'obtenir de deux manières. Soit on va rajouter du clou de girofle en cuve de fermentation, voire dans la cuve d'ébullition, et on obtiendra un arôme de clou de girofle, normal, vous allez me dire. Soit on peut apprendre à connaître sa levure. Alors par contre c'est un processus qui est beaucoup plus long, ça prend beaucoup plus d'essais, erreurs, etc., de tests, d'expérimentation. Mais en apprenant à connaître certaines levures, on peut apprendre à leur faire produire cet arôme-là sans rien rajouter derrière. Moi j'aime bien cette approche-là, je trouve qu'elle est plus élégante. Je trouve que c'est plus intéressant de procéder comme ça. Maintenant, rien n'interdit de rajouter ce que vous voulez dans votre bière. Vous êtes totalement libre. Et allez, c'est parti. Donc ça, c'est le soutirage. On va se servir un petit verre de mou. Ça te dit? Bah ouais. Un petit verre de mou pour goûter ça. J'ai d'ailleurs ma tasse. Une petite tasse de café. Ok. Je trouve qu'on sent vachement le black malt là. Tu me diras ce que t'en penses. Ça va faire une Guinness. Non. La Guinness, ça va être plus sur de l'orge non maltée torréfiée. A priori, hein, je sais pas, peut-être qu'il y a un petit peu de black malt dedans aussi, mais. Là, justement, le but c'est de s'éloigner un peu de ces arômes de café et d'aller plus vers le chocolat noir. On teste. Moi, je trouve qu'il y a quand même un côté cacao. Je trouve qu'il y a quand même un côté cacao qui ressort, qui est intéressant. Faudra voir ce que ça donne. En tout cas, c'est intéressant de sentir ça avant de sentir la bière elle-même. Ouais. Déjà, on commence à sentir des choses familières. C'est hyper sucré. Bah oui, c'est le mou, c'est totalement sucré. C'est déjà un peu amer. Je viens de lancer, je t'interromps, excuse-moi, je viens de lancer juste le rinçage là parce qu'on a le niveau du liquide dans la mèche qui est en train de baisser dangereusement. Donc je lance ce rinçage. Donc à partir du moment où je lance le rinçage, je plante un thermomètre, hop, dans ma cuve histoire de savoir. Merde. Il tient pas, bordel. Voilà, je plante un thermomètre dans ma cuve histoire de savoir où on en est au niveau de la température pour essayer de ne pas dépasser des températures un petit peu critiques autour de 75-77 degrés Celsius. Donc voilà, rinçage en continu. Et soutirage du mou en même temps. Je sens que cette bière est vraiment bonne. Ouais, donc là c'est assez sucré. Est-ce que tout ce sucre va rester ou est-ce qu'il va consommer une partie quand... La levure va consommer une partie des sucres qui se trouvent là-dedans. Donc c'est les sucres qu'on va appeler les sucres fermentescibles en fait. Et là, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai fait un empâtage un peu plus chaud que d'habitude. Là, je suis monté à 158 degrés Fahrenheit. D'habitude, la dernière fois, j'étais à 156. Ça m'est arrivé de faire des porteurs aussi même à 152 degrés Fahrenheit, donc des valeurs plutôt
basse. Donc là on est allé en chercher des températures plus hautes. J'ai privilégié en fait la formation dans mon mou de sucre non fermenté cible. Donc ça c'est des sucres qui vont justement pas être consommés par la levure et qui vont pouvoir rester dans le produit fini, dans la bière. Et ce qui est intéressant, pourquoi j'ai voulu faire ça en fait, c'est parce que quand tu as des arômes un petit peu torréfiés, un petit peu brûlés, cacao, des choses comme ça qui sont des arômes qui sont naturellement très amers, c'est intéressant en fait d'avoir un côté sucré pour porter ces arômes justement et pour donner une harmonie, une rondeur, un truc un petit peu sympa qui va permettre au buveur d'apprécier justement cet arôme là, ça va le mettre en valeur en fait. Voici venu le moment de faire une première prise de densité sur ce mou là qu'on est en train de soutirer, donc on va voir à peu près où on se situe. Alors juste avant de faire cette prise de densité, je le remue quand même. Parce que c'est pas impossible qu'on ait de la stratification qui se produise dans le mou, c'est-à-dire que le mou le plus dense reste au fond et le mou le moins dense reste à la surface. Donc je remue toujours un peu. Voilà. Et là je vais faire ma prise de densité avec ce réfractomètre. Donc on en prend un petit peu. Voilà, on en étale un petit peu ici, pas trop. Voilà. On va venir refermer la petite languette. Tout doucement, le but c'est d'éviter qu'il y ait des bulles d'air qui se forment. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai pas de bulles d'air. Et on vise une source de lumière et on vient regarder. Donc là on est à 1,067. Donc 1,067 ça veut dire qu'on est encore large, on peut continuer à rajouter de l'eau de rinçage qui va nous faire diminuer cette densité. On vise une densité post-ébullition de 1,052. Ça veut dire que pré-ébullition on va avoir une densité qui va être plus faible que ça. Donc là, à 1,067, on est encore large, on peut continuer à soutirer tout ça et à rincer. Ok, alors, on a récolté notre mou. On en a récolté une vingtaine de litres, donc c'était plus que ce qui était prévu. Et là, on est en train de le transférer dans la cuve qui va nous servir pour l'ébullition. Et donc on s'est arrêté de soutirer lorsqu'on a obtenu la densité souhaitée pour le mou pré-ébullition. Une densité spécifique de 1,048, ce qui nous donne une efficacité de 82%. Wouhou! Voilà, 80% c'est le type d'efficacité que j'obtiens habituellement avec mon installation amateur. Donc habituellement je prends ça comme référence. Là je m'attendais à obtenir une efficacité un peu pourrie comme la dernière fois, donc j'ai tablé sur 70%, donc on a utilisé plus de grains, etc. pour compenser. Au final ça s'est pas produit, donc je sais pas pourquoi, il va falloir que j'y réfléchisse. Peut-être les minéraux, parce que tu disais qu'on a mis un peu plus. Non, je pense pas que ça influence à ce point-là l'efficacité. Je pense que c'est peut-être plus une question de température d'empâtage, parce que là j'ai changé mes températures d'empâtage de manière quand même un petit peu significative, de l'ordre de 1-2 degrés Celsius. Et on a préchauffé la cuve d'empâtage un peu différemment aussi, on l'a préchauffé un peu plus que la dernière fois, donc peut-être que ça nous a permis de maintenir une bonne température pendant toute la durée de l'empâtage. Peut-être c'est pour ça qu'on a une bonne efficacité. En tout cas, voilà, du coup on obtient un volume plus important que ce à quoi on s'attendait. Tant mieux. Voilà, tant mieux. On a pesé notre houblon, on arrive bientôt à l'ébullition, d'ici 5 minutes je pense. Et donc on va rajouter 17,5 g de Challenger, donc c'est du houblon en granules. Et on en rajoute au tout début de l'ébullition, donc il va rester dans la cuve en ébullition pendant 1 heure. On ne rajoutera pas plus de houblon sur cette bière. Pourquoi? Parce que c'est pas encore quelque chose que j'explore sur cette bière pour le moment. Là je reste simplement sur le houblon amérisant, voilà, de base pour équilibrer la bière. Et donc ce houblon il va nous apporter 21 IBU, ce qui correspond à une amertume assez faible. L'idée étant, voilà, on fait une chocolate porter, on n'a pas envie que ça soit non plus trop amer. On ne veut pas jouer sur ces notes là, on veut que ça soit quelque chose qui donne une impression plutôt sweet, plutôt voilà, caramel, chocolat, un petit peu sucré, un petit peu sympa, une bière de dessert quoi, donc pas quelque chose de très amer. Donc c'est pour ça qu'on y va mollo sur ces houblons. Ça c'est les drèches, c'est juste les drèches qui restent, que le
moi là en l'occurrence je vais les jeter, mais tu peux les utiliser pour faire du compost, tu peux le filer à bouffer aux poules, aux vaches, aux débiles comme toi. Non mais par rapport à ce Voilà. que tu disais, tu disais que par rapport à l'efficacité, il reste 20% encore de... Ouais, voilà, donc quand on dit qu'on a 80% d'efficacité d'extraction, ça veut dire qu'on a extrait dans notre mou 80% des sucres potentiellement extractibles qui étaient présents dans ce grain. Donc ça veut dire que dans ce grain là, dans les drèches qui restent, il reste 20% des sucres potentiellement extractibles, plus des protéines, plus les enveloppes des grains, etc. etc. Donc c'est pour ça que ça a quand même une valeur nutritive et c'est pour ça que parfois les gens qui élèvent des animaux, ils se mettent d'accord avec les brasseries pour récupérer ce genre de trucs. On pourrait aussi en faire du pain complet. On peut en faire du pain, je sais pas exactement comment ça se fait, mais je sais qu'il y a des gens qui font ça. Et moi, comme je n'élève pas d'animaux et que je n'en fais pas du pain, souvent je m'en sers pour faire du compost. Alors de ce côté-là, ça bout. On a mis le houblon. Voilà, ça bout, on a balancé le houblon et là, il n'y a plus rien à faire, hein, ça va bouillir pendant une petite heure. Voilà, je donne quelques coups de touillette de temps en temps pour vérifier qu'il n'y a rien qui accroche au fond de la marmite, mais bon, a priori ça va. Et donc ça va, là on a de l'eau qui s'évapore, donc ça va nous faire diminuer le volume total tout en conservant la même quantité de sucre dissous. Du coup, ça va nous faire augmenter la densité de ce mou. Et le but, c'est de finir l'ébullition à peu près autour de 1,052. Donc on vérifiera ça à la fin de l'ébullition. Et là, on va aseptiser. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais plonger les outils dont on va se servir par la suite dans cette solution de Starsan de manière à les aseptiser. Donc là, c'est le serpentin refroidisseur qui va nous servir à refroidir le mou dans une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'on va utiliser également? Je vais avoir mon thermomètre. Pourquoi est-ce qu'on aseptise après l'ébullition et pas avant dans le process de brassage? Ok. Tout ce qui se fait avant l'ébullition, en fait, il n'y a pas besoin d'aseptiser a priori, puisque le mou va passer par 1 heure d'ébullition, ce qui va permettre de le pasteuriser et donc de détruire toutes ces méchantes bactéries. Donc le mou avant ébullition, il peut toucher des trucs, bon, pas que ça soit non plus dégueulasse, quoi, mais des choses qui sont propres mais qui ne sont pas aseptisées, a priori ça pose pas de gros soucis vu qu'on va venir le faire bouillir derrière. Maintenant, à partir du moment où on va stopper l'ébullition, et même 15 minutes avant, puisqu'il faut 15 minutes pour une bonne pasteurisation au moins, tout ce qui va toucher le mou va devoir être aseptisé. Donc là, même principe, aseptisation du fermenteur, donc je prends un petit peu de Starsan dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir avec de l'eau et faire mousser tout ça. Donc quand vous utilisez du Starsan, ce qui est cool, c'est que la mousse elle-même est aseptisante. Donc tout ce qui va être en contact avec la mousse du Starsan, ça va être aseptisé. Donc là, le but, c'est d'envoyer de l'eau très fort là-dedans pour faire mousser et remplir tout le fermenteur de mousse. Ok. Donc on va venir le serpentin refroidisseur dans le mou. On fait de la musique. Je le mets dans le mou. Voilà, il y a l'eau qui circule dedans. Hop, je vais chercher mon thermomètre. Et c'est important de refroidir vite. Alors, très bonne question. Est-ce que c'est important de refroidir vite? Oui. Pourquoi? Parce que le refroidissement rapide du mou va provoquer un phénomène de précipitation de certaines protéines. Et si vous refroidissez pas assez vite, en fait, ces protéines ne vont pas précipiter. Ça signifie qu'elles vont rester en solution dans votre bière. Et donc, lorsque vous allez servir votre bière fraîche, vous allez avoir une espèce de brume en fait dans la bière due à ces protéines. Donc en fait, le fait de refroidir rapidement
sa bière, c'est une manière d'avoir une bière qui soit limpide également. Voilà, on vient de terminer le refroidissement du mou. Maintenant, je vais procéder à l'oxygénation et avec mon oxygénomètre, je prends juste une petite mesure de la concentration en oxygène post-ébullition avant oxygénation. Donc ça c'est l'oxygénomètre. Ouais, donc ça mesure la teneur en oxygène. Donc ça, c'est un gadget assez coûteux, mais que je me suis acheté pour la brasserie pro en fait. Donc ça me permet de mesurer à quelle concentration d'oxygène est oxygéné mon mou avant la fermentation. Donc c'est une variable qui peut avoir son importance pour certaines variétés de levure. Donc là, j'essaye d'oxygéner entre 8 et 10 ppm. Mais attends, mais tu vas laisser toute cette mousse là? Et ouais mon gars. Alors à propos de la mousse du Starsan, il faut savoir que le Starsan c'est un produit no rinse, sans rinçage. Donc pas besoin de rincer vos trucs qui ont été aseptisés avec du Starsan. Le Starsan c'est simplement un acide en fait qui va venir buter toutes vos bactéries. Donc là on commence à transférer dans le fermenteur. Ouais, à propos de cette mousse, pas d'inquiétude, hein, ça c'est de la mousse, ça fait un gros volume de mousse comme ça. Si c'était réduit à l'état de liquide, on aurait probablement quelques millilitres à tout péter. Donc c'est pas grave si ça reste dans votre bière, ce n'est pas toxique et ça va pas dénaturer les qualités aromatiques de votre bière. C'est un produit qui est fait exprès. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Autre chose qu'on va faire maintenant, là pendant qu'on transfère, on va venir faire une prise de densité pour avoir notre densité initiale pré-fermentation. Alors pour cela, de mon éprouvette, de mon densimètre, et je vais aller chercher mon petit tuyau. Donc l'éprouvette et le densimètre ne sont pas aseptisés, donc c'est pas très grave, on va juste éviter de les toucher avec le tuyau, même si bon ils ont été lavés. A priori trop de raisons que ça se passe mal. Voilà. Alors, on est là, est-ce qu'on est bien? Donc on visait 1,052, j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu haut. Ouais, on est à 1,053,54. Bon voilà, on est un tout petit peu haut. Moi ça me dérange pas pour le coup. Maintenant, si on voulait corriger ça, on pourrait très bien le faire. Il suffirait tout simplement de rajouter un petit peu d'eau là-dedans. Alors rajouter de l'eau du robinet, c'est possible. Normalement, elle ne doit pas contenir de bactéries. Voilà, à tester chez vous. Ça dépend de votre eau du robinet, de votre station d'épuration la plus proche, etc. Maintenant, si vraiment vous voulez prendre des précautions, vous la faites bouillir avant, tout simplement. Là, pour gagner, pour enlever un point de gravité, il ne faudrait pas rajouter grand chose. Donc, faites bouillir quelques litres d'eau et vous voyez. Voilà, ça se calcule également. Dans mon petit tableau Excel, là, j'ai des trucs pour calculer tout ça. Il y a un autre truc qu'on a fait et qu'on ne vous a pas dit, c'est avant de transférer, on a fait un whirlpool. Ce qu'on appelle un whirlpool, c'est un tourbillon. Donc pour ce faire, j'ai tourné la cuillère comme ça dans la marmite. Ça a créé un tourbillon donc, dans le mou. Ça permet de rassembler en fait toutes les particules solides, donc les miettes de houblon, les protéines, tout ça qui ont été précipitées pendant l'ébullition et pendant le refroidissement. Ça va les rassembler au centre de la marmite et elles vont se poser sur le fond. Ce qui fait que lorsque je transfère comme ça, en n'ouvrant pas ma vanne comme un gros bourrin, mais en ouvrant un petit peu, transférer gentiment, on ne va pas embarquer toutes ces particules, donc on va déjà avoir une bière qui sera plutôt limpide même dans le fermenteur. Toujours faire gaffe lorsque vous transportez des fermenteurs en verre, parce que si vous le faites tomber, vous pouvez vous trancher l'artère fémorale ou je ne sais quoi, et mourir d'atroces souffrances. On va éviter. Dans un bain de mou et de verre brisé. Ce serait quand même con. Filmé sur YouTube. Voilà, en plus.
Voilà, donc le fermenteur se trouve dans son caisson de fermentation, donc système de refroidissement et de chauffage avec le sèche-cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas pitcher la levure maintenant, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, là il faut que j'aille bosser. Donc je vais le laisser là pendant la nuit, je viendrai faire ça demain matin. Et en attendant, je vais simplement régler le thermostat pour que tout ça se mette à température tranquillement. Et je vais également sortir ma levure en avance pour qu'elle se mette à température pour demain, quand je viendrai la pitcher. Donc là, tu mets une sonde de température Ouais, qui est reliée à la prise à laquelle est branché le frigo, c'est ça? tout à fait. Le frigo ainsi que le sèche-cheveux qui se trouve à l'intérieur. C'est un thermostat qui a deux prises en fait. Tu peux brancher un élément chauffant et un élément refroidissant. Donc voilà comment je fais. Scotch, sopalin, sonde de température et je colle ça contre la paroi du fermenteur. Donc ça vient prendre la température à la surface du fermenteur et donc c'est approximativement la température de la bière qui se trouve devant. Voilà. Bon voilà, c'est fini pour cette journée de brassage. Donc malheureusement je ne vais pas vous montrer l'étape d'inoculation de la levure et tout. Pourquoi? Parce qu'il faut que je compte les cellules de levure pour savoir combien j'en ai dans mon échantillon qui provient d'un starter que j'ai fait en début de semaine. Donc ça prend du temps et j'ai pas le temps de faire ça maintenant parce que je dois aller bosser là, dans un quart d'heure. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je viendrai pitcher ça demain et puis je vous parlerai de ça dans de prochaines vidéos, comment compter ces cellules de levure, comment maîtriser vos taux d'inoculation. Merci à Romain qui m'a servi de caméraman aujourd'hui et qui a posé des questions très pertinentes et qui va peut-être même me faire une petite musique pour mettre sur ce vlog. Et d'ailleurs je vous encourage à aller voir sa chaîne. Voilà, il fait des sons. C'est quoi ta petite émission? La Sono de Main Rose Ça s'appelle la Sono de Main Rose, je fais des reprises de chansons. Et voilà. Donc c'est cool, allez voir, c'est fun. Voilà. Moi je me passe ces petites chansons des fois au petit-déj, ça me met de bonne humeur.